Alors, je vous reviens pour vous partager les réflexions que le Conseil a faites sur l'avenir des bâtiments. Mais avant, vous avez pu, comme moi, constater depuis le début de la soirée le chemin parcouru, les étapes à venir. Alors, pour les intervenants qui ont présenté ces sujets, je pense que c'était beaucoup plus facile que cette dernière partie qui me revient. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous dire que la question des bâtiments, qui est un dossier chaud, je veux vous dire qu'il s'agit du dossier le plus difficile que le Conseil municipal a eu à traiter depuis la tragédie de juillet 2013. On parle de bâtiments, mais ce sont d'abord des personnes, des hommes et des femmes qui sont concernés au premier chef. Nous avons cheminé avec eux et nous sommes en mesure de comprendre les bouleversements qu'ils peuvent vivre. Permettez-moi de faire rapidement un survol des principales étapes de ce dossier qui s'est retrouvé, comme d'autres dossiers importants que nous traitons, au cœur de la campagne électorale provinciale du printemps dernier et aussi du changement de gouvernement qui a suivi. Au mois de février, le gouvernement du Québec annonçait une aide pour l'achat de 39 bâtiments situés dans la zone confinée. Il y a 39 bâtiments, mais 37 propriétaires ou regroupements de propriétaires. Certains propriétaires possèdent plus d'un bâtiment et certains bâtiments sont la propriété de plusieurs personnes. Déjà à ce moment-là, en février, on constatait que les immeubles étaient inoccupés depuis plusieurs mois et que plusieurs bâtiments avaient été contaminés par le déversement de pétrole causé par la tragédie ferroviaire. On doit se rappeler qu'il s'agit du plus important déversement de pétrole jamais survenu sur la terre ferme en Amérique du Nord. Je pense que tout le monde dans cette salle sait déjà qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. Après cette annonce, en février, des élections ont été déclenchées. Le dossier est resté en suspens. À la mi-juillet, le nouveau gouvernement a annoncé à son tour une aide financière pour le rachat des bâtiments. Alors, il y a 3 objectifs qui motivent le rachat. D'abord, le premier objectif, c'est de dédommager les propriétaires des immeubles qui n'ont pas été détruits par le feu et pour qui les propriétaires ne peuvent être dédommagés par leurs assureurs. Alors, plusieurs propriétaires, à ce moment-là, réclamaient le rachat des bâtiments. Deuxième objectif, c'était de soulager les propriétaires qu'ils désiraient, les soulager du stress important que représente le fait de posséder un immeuble dans une zone non accessible, fortement contaminée et qui restera inaccessible encore pour un certain temps. Et le troisième objectif, permettre la décontamination la plus complète possible de la zone sinistrée pour enlever tout doute quant aux possibilités de retourner vivre et travailler dans ce secteur. Nous avons commencé les rencontres avec les propriétaires une semaine après l'annonce du mois de juillet. La Ville est partie prenante dans cette opération d'achat, mais les conditions sont établies par le gouvernement du Québec. Alors, voici 2 choix se sont présentés aux propriétaires. Le premier choix est le suivant. Les propriétaires touchent la valeur du terrain telle qu'elle est inscrite à l'évaluation municipale, plus
la valeur marchande de leur bâtiment telle que définie par un évaluateur professionnel. Alors, ce que nous avons constaté, après quelques rencontres avec les propriétaires, c'est qu'il se posait un problème, parce que la valeur marchande établie avait été établie à ce moment-là pour des objectifs différents qu'une offre d'achat, c'était pour des fins de gestion. Le deuxième choix qui est offert aux propriétaires, c'est le suivant. Alors, il touche aussi la valeur du terrain selon l'évaluation municipale et à cela s'ajoute la valeur de l'assurance qu'ils détiennent sur le bâtiment. Ainsi, ils ont droit au même dédommagement que les propriétaires de bâtiments incendiés, mais avec une condition dont je vous parlerai plus tard. Ce montant, c'est-à-dire celui de l'assurance, est généralement plus élevé que l'évaluation de la valeur marchande, car il prend souvent en compte le coût de reconstruction du bâtiment. C'est la même chose avec une assurance habitation résidentielle. Alors, exemple, votre maison peut valoir 150 000 $, mais la reconstruire aujourd'hui coûterait, par exemple, peut-être 250 000 $. Si vous reconstruisez après un sinistre important, l'assureur pourra vous verser la valeur assurée, soit le 250 000 $, et non le 150 000 $, qui est la valeur marchande de la maison. Dans l'offre qui est faite aux propriétaires, il y avait une condition importante pour toucher la valeur des assurances, pour toucher la valeur assurée. Il faut que le propriétaire s'engage à réinvestir le montant équivalent sur le territoire de la ville de Lac-Mégantic. Cet investissement peut prendre diverses formes, soit l'achat, l'acquisition d'un bâtiment existant, soit investir dans une nouvelle construction. Cette construction ou cet achat peut être fait dans une résidence, dans un autre immeuble, ça peut être pour un commerce ou une entreprise. L'important, si on prend la valeur assurée, c'est de réinvestir ce montant à Lac-Mégantic dans les prochaines années. Et l'objectif du programme d'aide financière, c'est de stimuler la relance et l'économie de Lac-Mégantic. S'ils le désirent, les propriétaires peuvent décider de toucher tout simplement la valeur marchande et à ce moment-là, ils n'ont pas l'obligation de réinvestir. Le deuxième choix offert aux propriétaires, c'est-à-dire prendre la valeur marchande et ne pas réinvestir, ne pose pas nécessairement de problème. Au départ, le premier choix était difficile à défendre étant donné que l'évaluation marchande sur laquelle il était basé était incomplète. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette évaluation avait été réalisée dans un objectif de gestion. Alors, suite à la première ronde des rencontres avec les propriétaires en juillet dernier, nous avons rapidement réalisé que cette évaluation devait être révisée. Alors, nous avons exigé que l'évaluation des bâtiments soit reprise au grand complet, ce que le ministère des Affaires municipales a accepté. Cette évaluation reprise au grand complet est un exercice important, un exercice qui requiert du temps et un exercice qui doit se faire dans les règles de l'art. Alors, c'est donc à la mi-septembre que nous avons reçu ces premières évaluations révisées qui reflètent la valeur marchande des immeubles, mais cette valeur marchande est établie avant la tragédie de juillet 2013. L'évaluation marchande, évidemment, n'est pas toujours aussi élevée que les gens le souhaiteraient, mais c'est un peu la même chose pour nos propres maisons. Quand on vend,
on aimerait vendre beaucoup plus cher, mais c'est le marché qui dicte les prix et ce ne sont pas ce que nous souhaitons. À Lac-Mégantic, même avant la tragédie ferroviaire, le marché était ce que l'on sait, peut-être pas aussi, il n'était peut-être pas à son meilleur. Ici, pour le prix, ici à Lac-Mégantic, pour le prix d'un tout petit condo dans certaines autres villes, nous pouvons acheter une belle grande maison avec un beau grand terrain. C'est la réalité dans le secteur résidentiel et c'est aussi la même réalité dans le secteur commercial et industriel. Cela comporte certains avantages dans certaines circonstances, mais ça comporte aussi de grands inconvénients lorsqu'on veut vendre notre bâtiment. Ainsi donc, en septembre, nous avons rencontré de nouveau tous les propriétaires au moins une fois. Dans certains cas, il y a eu plusieurs rencontres depuis la mi-septembre. Les différentes méthodes d'évaluation prises pour arriver à la juste valeur marchande ont été présentées de façon détaillée aux propriétaires. Nous avons aussi, à cette occasion, rappelé les deux choix qui s'offraient aux propriétaires qui acceptent de vendre, soit toucher la valeur de l'évaluation ou encore toucher la valeur de l'assurance, la valeur qu'ils détiennent sur leur bâtiment, à la condition, cette fois-ci, de réinvestir à Lac-Mégantic. Dans certains cas, on parle de montants d'assurance qui sont 2 ou 3 fois plus élevés que la valeur marchande. Alors, les propriétaires peuvent aussi décider, choisir de conserver leur bâtiment. Nous aurons alors à décider, au cas par cas, quelle position la Ville adoptera dans ces circonstances. À ce jour, 31 des 37 propriétaires ont accepté de céder leurs immeubles. Ils ont signé une promesse de vente dans laquelle ils permettent à la Ville de procéder à la démolition de leurs bâtiments. Pour les propriétaires qui désirent réinvestir, en retour, la Ville s'engage à revendre à ses propriétaires un terrain de superficie équivalente dans la zone confinée lorsqu'elle sera de nouveau accessible, cette zone. La vente du terrain se fera alors au même prix. Pour procéder, le propriétaire devra présenter un projet de construction qui cadre avec le plan de reconstruction du centre-ville. L'emplacement devra respecter le nouveau zonage qui sera défini pour le cœur du centre-ville. Comme vous le savez, le zonage définit les usages permis dans tel ou tel secteur de la ville. Pour le centre-ville, il va traduire la vision que nous développons ensemble. Mais j'aimerais vous rappeler ce que Jean-François vous a présenté. La Ville manifestera et démontrera de la souplesse suivant les projets qui seront présentés. Ils seront évalués pour leur valeur et la qualité du projet. Alors, la Ville est prête à reviser certains usages, tout dépendamment des projets déposés. On constate donc que la grande majorité des propriétaires souhaitent se départir de leur propriété. Est-ce que tout le monde est heureux de le faire? La réponse est non. Non, ce n'est pas le cas. Et le conseil municipal, nous comprenons très bien la situation. Personne, absolument personne dans cette salle et partout à Lac-Mégantic ou ailleurs, n'aurait souhaité un seul instant la tragédie qui nous a frappés. Nous devons composer avec ces événements et c'est ce que font aussi les propriétaires concernés. Ainsi donc, la Ville se retrouvera bientôt propriétaire de la majorité des immeubles et des terrains du centre-ville en dehors de la zone incendiée. En ce qui concerne les terrains dans la zone incendiée,
Nous reprendrons bientôt les discussions avec les propriétaires concernés, car des propriétaires de terrains incendiés ont cédé leur terrain à la ville, mais d'autres ne l'ont pas encore fait. Alors, nous allons reprendre bientôt avec tous les propriétaires de terrains incendiés. Nous avons fait une pause pour aller de l'avant avec l'autre dossier, car il est pressant de régler le dossier des bâtiments encore debout afin de pouvoir continuer les travaux de décontamination. Reste la grande question. Que devons-nous faire avec les bâtiments encore debout? Je vous dirais la question qui tue. Depuis des mois, les élus, le conseil municipal et les membres de la direction générale de la ville évaluent toutes les options. Je ne prendrai pas de détour. Je vous fais part de l'intention du conseil municipal, l'intention de demander la démolition complète des bâtiments dans la zone confinée, mis à part les édifices publics que sont l'hôtel de ville et la gare. C'est un geste important que nous nous apprêtons à poser. Il est très déchirant, tout autant pour nous, croyez-moi, et je désire vous expliquer notre cheminement. Comme administration publique, nous avons la responsabilité de réduire les risques au minimum et idéalement de les éliminer complètement dans la zone confinée. Nous voulons le faire pour plusieurs raisons. D'abord, pour les citoyens, surtout ceux qui vont retourner habiter au centre-ville éventuellement et qui passeront la majorité de leur temps. Aussi pour les propriétaires actuels et futurs des bâtiments de terrain, des bâtiments et des terrains au centre-ville, dans la zone confinée, où on pourra avoir accès dans l'avenir et où on devra avoir accès à une couverture d'assurance et du financement et d'avoir accès à ces assurances et à ce financement à des coûts raisonnables. Aussi, c'est pour l'ensemble de la communauté qui bénéficiera collectivement des investissements qui seront faits au centre-ville et qui, à l'inverse, sera fortement pénalisé si les investisseurs d'ici et d'ailleurs ne viennent pas, parce qu'ils vont craindre la contamination résiduelle. Il faut éliminer tout doute qui pourrait ternir notre image et compliquer beaucoup nos efforts de relance. Nous avons cherché depuis des mois des informations fiables, des informations sûres, des informations certaines sur lesquelles nous pourrions nous appuyer pour prendre position, pour prendre une autre décision. Nous avons collecté beaucoup d'informations, mais jamais rien qui nous donne le sentiment de limiter les risques comme nous le souhaitons. Les méthodes utilisées pour mesurer la contamination sont reconnues comme fiables selon les standards internationaux, mais elles ne donneront jamais un degré de certitude à 100%. La preuve, c'est que nous avons trouvé dernièrement des contaminants, des poches d'huile à des endroits où on croyait qu'il n'y en avait pas. On ne sait pas encore si ce sont des contaminants qui n'avaient pas été identifiés en novembre dernier, c'est-à-dire en novembre 2013, au moment où une analyse complète de la situation a été faite, ou s'il s'agit de contaminants qui se sont répandus dans le sol depuis l'automne dernier. On sait tous
que tout terrain est composé de matière en mouvance. Ce n'est pas de la matière statique, c'est un système vivant, si on peut dire, qui peut entraîner des situations imprévues. En plus, au centre-ville de Lac-Mégantic, nous avons affaire à du terrain de remplissage qui couvre d'anciens marécages. Le remplissage n'est pas uniforme. Il contient des zones où le pétrole pourrait se trouver sans qu'on ne le sache et éventuellement se répandre. C'est particulièrement vrai proche du lac, car le niveau de la nappe phréatique fluctue constamment. Quand le niveau est plus élevé, cela crée des conditions propices à la migration des contaminants dans les sols. La seule certitude que nous avons, à 100%, est celle que la contamination ne débordera pas de la zone confinée. Toutes les actions ont été prises rapidement pour l'empêcher, alors il n'y a pas de risque en dehors de la zone confinée. Puisque nous voulons réduire les risques au minimum, idéalement les éliminer complètement, nous avons contacté des professionnels, des spécialistes en gestion de risques, des professionnels au niveau des assureurs et des prêteurs hypothécaires. Il ne sert à rien de garder des bâtiments si, ensuite, personne ne veut les financer ou les assurer, ou encore les financer et les assurer dans des conditions déraisonnables. En fait, nous avons voulu savoir si le cas de Lac-Mégantic serait traité comme tout autre cas de contamination dans des circonstances normales ou si on allait réclamer des garanties supplémentaires puisqu'il s'agit d'une zone de déversement de pétrole majeure et que les comparaisons avec d'autres situations sont pratiquement impossibles à faire. Nous n'avons pas eu de réponse claire à cette question. Essentiellement, on nous dit qu'il s'agira d'un cas à évaluer le temps venu. Et la gestion du risque est faite différemment d'une entreprise à l'autre et il n'y a pas de standard en la matière. Il y a la gestion des risques, mais il y a aussi la perception du niveau de risque. Ce sont deux choses très différentes. Nous pourrions certainement vivre avec un niveau de risque que nous considérons acceptable, mais cette notion est floue et très variable d'une personne à l'autre. Elle est aussi arbitraire. Un risque qui est acceptable pour un ne l'est pas nécessairement pour l'autre, et ce qui est acceptable pour l'un n'est pas nécessairement acceptable pour l'autre. On le voit déjà avec les propriétaires des bâtiments. Certains ne veulent plus rien savoir de retourner dans leur immeuble, d'autres seraient prêts à y retourner si nous pouvions leur donner toutes les garanties nécessaires. À quel moment, pour l'un ou pour l'autre, les garanties que nous pourrons donner seront-elles suffisantes? Nous ne pouvons pas le savoir, car c'est une notion qui varie d'un individu à l'autre. Alors, on se pose la question suivante. Avons-nous vraiment les moyens, après tout ce que nous avons vécu, de laisser place à autant d'incertitudes, de laisser place à autant de flou? Pour nous, cette question n'est pas exagérée. Certains verront, voient ou verraient les choses différemment, autrement. Certains prendraient une autre option, mais nous voulons repartir sur des bases nouvelles et solides après avoir examiné la situation sous tous les angles des dizaines, sinon des centaines de fois. Dans quelques années, on ne veut pas se retrouver dans une situation problématique qui ne ferait qu'allonger, accentuer les difficultés.
et qui ne ferait qu'amplifier le défi énorme qui nous attend, le défi énorme auquel on doit faire face. Dans quelques années, on ne veut pas s'apercevoir que nous n'avons pas géré tous les risques que nous pouvions présumer. S'il survient des problèmes dans les prochaines années, il faudra intervenir à la pièce et peut-être provoquer d'autres bouleversements qui seront non seulement nuisibles pour les citoyens concernés, mais également néfastes pour l'image de la ville. Nous n'avons pas le choix dans notre esprit, il faut en avoir le cœur net. En procédant à une démolition quasi complète, nous avons l'occasion d'éliminer tous les doutes grâce à la présence des intervenants déjà présents sur le terrain qui vont intervenir partout sur le territoire où nous le désirons. En cas de démolition, ils feront le nettoyage complet. Nous n'aurons pas cette occasion une deuxième fois. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous prenons cette position, cette décision pour les bâtiments, pour les propriétés privées et pourquoi nous procédons autrement pour les édifices publics, soit l'hôtel de ville et la gare. Ces bâtiments ont fait l'objet d'un suivi serré depuis le début de la tragédie. Nous avons dû les occuper dès que possible afin de répondre aux besoins essentiels. Alors, ces bâtiments n'ont pas été laissés inoccupés pendant une longue période. Leur entretien était assuré et il n'y a aucun signe de dégradation lié à la tragédie ou qui soit une conséquence directe de la tragédie. Il est vrai que des interventions de décontamination ont été faites autour de l'hôtel de ville. Puisqu'il s'agit d'un bâtiment isolé, nous avions tout l'espace autour pour vérifier et revérifier s'il y avait contamination. Nous avons toutefois découvert des traces de décontamination associées à la tragédie et d'autres traces de contamination qui remontent beaucoup plus loin dans le temps. C'est ce que les spécialistes appellent la contamination historique. Il s'agit, dans le cas de ce bâtiment, d'une contamination légère et les mesures ont été prises pour régler le problème. Nos employés ont été informés de cette situation dès le début, dès que nous l'avons connue. Ils ont manifesté leur confiance et ils continuent de travailler à l'hôtel de ville avec l'assurance que la surveillance et les bons gestes ont été posés. Quant à la gare, elle n'a pas été désertée tellement longtemps non plus. C'est aussi un bâtiment isolé par rapport aux autres bâtiments. Après avoir eu l'assurance que la gare pouvait être réintégrée, elle est devenue le centre d'opération de la firme Ecom, qui est le gestionnaire du chantier de décontamination. S'il survenait des problèmes ces prochaines années, à l'hôtel de ville ou à la gare, nous serons en mesure, en tant qu'administration publique, disposant des moyens qui ne sont pas nécessairement à la disposition des propriétaires privés, de faire le nécessaire.